bonsoir, ça dépend. Michael Pingram, je viens du conseil régional de Waikato en Nouvelle-Zélande et je suis ici pour vous parler un petit peu de donner un petit point de vue des perspectives d'un jeune scientifique sur la gestion des rivières. Donc, je viens un peu de mon historique. J'ai passé une thèse en 2014 en sciences biologiques de l'université de Waikato en Nouvelle-Zélande, à Wellington. J'explore essentiellement les réseaux nutritifs de la rivière Waikato, donc avec les réponses aux changements, aux changements qui interviennent, donc ce qu'on appelle, notamment en aval de la plus grande rivière de Nouvelle-Zélande, de Waikato. Donc, j'utilise un petit peu les isotopes stables de carbone et d'azote pour déterminer les flux et les interactions entre les parties inférieures de la chaîne alimentaire aquatique. Je fais partie du conseil régional de Waikato depuis 2014. Avant cela, je travaille pour une agence gouvernementale centrale. J'étais également en charge je m'occupais de la biodiversité aquatique, particulièrement la faune aquatique. Un petit peu la région de Waikato, c'est la quatrième plus grande région de Nouvelle-Zélande, qui couvre 25 000 km² à peu près. Et les conseils régionaux de Nouvelle-Zélande sont responsables de l'utilisation des ressources, les activités d'utilisation des ressources. Donc, ça fait partie. La région de Waikato va de la péninsule de Coromandel au nord au plus grand lac de Nouvelle-Zélande, qui est au sud, donc, le lac Tapao. Donc, vous voyez, donc on touche la côte est et la côte ouest de Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, c'est la zone de Nouvelle-Zélande la plus peuplée. Il y a bien sûr la zone notamment de Hamilton, Auckland et Wellington. Nous avons un bassin versant de la rivière Waikato qui s'écoule sur près de 400 km. En ce qui concerne les ressources qui nous intéressent dans la région, nous avons à peu près 40 000 km de cours d'eau et de fleuves qui ont été cartographiés. Ceci est basé sur nous couvrons nous avons couvert bien sûr toutes ces zones. Le conseil régional de Waikato, nous avons comme fonction de gérer les ressources naturelles de la région en prenant en compte le bien-être social, économique, environnemental et culturel de nos communautés, en gardant ceci à l'esprit. Donc, c'est du développement durable. Nous réfléchissons au futur et la façon dont nous allons prendre en compte tous les éléments. Nous mettons en œuvre également différents cadres et outils réglementaires et législatifs en ce qui concerne notamment les planifications régionales, la défense civile, les transports terrestres. Nous gérons les effets des activités dans les domaines atmosphériques sur les sols, les ressources côtières et hydriques. Nous faisons ceci par le biais de politiques spécialisées, de règles, et également par nous travaillons sur un principe de consentement d'activité avec des organisations telles que, par exemple, nous travaillons sur les problèmes les plans d'utilisation des sols, les rejets. Nous travaillons avec les gouvernements locaux et les institutions qui, bien sûr, vont travailler sur toutes ces activités et pour déterminer éventuellement le suivi, le contrôle, la minimisation de certains problèmes. Nous travaillons également sur les contrôles des inondations et les drainages, particulièrement dans notre zone. Et vous savez peut-être que une grande partie de la région a été à une époque, nous avons des zones humides, hein, et il y a plusieurs centaines d'années, nous étions en fait en termes de zones humides. Nous avons effectué des drainages, des récupérations des sols, mais voilà, nous travaillons également sur le contrôle des nuisibles animaux ou
végétaux. Et nous travaillons, bon, c'est un domaine un petit peu flou en ce qui concerne les agences gouvernementales concernant ceci, notamment sur les espèces invasives, le travail sur les espèces invasives. Et donc, la région de Waikato étant un des points très chauds pour les espèces, notamment concernant l'activité d'espèces invasives. Et nous jouons un rôle également important sur l'éducation environnementale. Donc, mon rôle dans cette organisation consiste, est assez divers. Enfin, vous voyez, j'ai diverses activités. Moi, je suis scientifique en eau douce. Donc, mon expertise est portant sur l'écologie. Je m'occupe de la conception, de l'analyse, de l'établissement de rapports et de travaux de recherche sur la santé écologique des cours d'eau, ce qu'on appelle l'état de l'environnement, en fait. Et donc, ceci, bien sûr, concerne la santé des écosystèmes, des cours d'eau, des masses d'eau, et nous devons surveiller ceci. Nous devons surveiller les rivières dans notre région. Nous sommes responsables également pour faire établir des rapports sur l'état en fait de ces rivières et de ce que nous observons la santé. Nous faisons également beaucoup de recherches, particulièrement dans mon cas, sur les questions et l'écologique pour fournir de nouvelles informations qui peuvent être ensuite utilisées par les autorités pour améliorer les activités, notamment de restauration et pour la mise en œuvre de nouvelles politiques ou programmes qui peuvent ensuite être inclus dans la législation gouvernementale. Nous avons donc beaucoup de travail en utilisant les systèmes de suivi, de surveillance, pour déterminer les seuils, les niveaux de contraintes, etc., les générateurs de contraintes. Et donc, nous travaillons avec les communautés. Nous faisons également des études sur les stress qui interviennent dans les systèmes. Nous collaborons avec beaucoup d'organisations de recherche, mais nous apportons notre soutien à des agences pour leur soutien et nous assurons un rôle de soutien pour créer des outils, des méthodologies de façon à optimiser les systèmes et travailler avec ce conseil régional. Nous sommes impliqués également dans des activités de restauration des cours d'eau pour déterminer l'effet de ces projets de restauration en ce qui concerne notamment, nous revoyons certaines activités, les connexions qui peuvent se produire entre les différents écosystèmes et ce qui donneront les résultats de certains travaux de restauration. Nous avons développé de nouveaux indicateurs, notamment pour certains cours d'eau, car nous avons quelques-unes des plus grandes rivières du pays. Donc, nous voulons examiner notamment ce qui se passe sur par exemple, les bordures de rivières, excusez-moi, et nous établissons des relations entre les compositions, faisant les études, les concentrations en nutriments, les microbes, les champignons, toutes les espèces qui interviennent, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, dans la façon Waikana, nous avons différents défis au niveau des rivières. Les plus courantes sont la qualité de ces rivières, la qualité des cours d'eau, et particulièrement, mon intérêt concerne les périmètres écologiques tels que les sédiments que nous suivons, la nature et l'état des sédiments par des mesures de clarté, et ceci est lié. Vous voyez ce qui se passe, on regarde ici, on a un certain nombre de sites qui sont en fait en dessous du niveau des cours d'eau, et donc certaines rivières entraînent beaucoup d'innovation. Ici, vous voyez le plus grand affluent de la Waikata, et qui a aussi, on a une contribution disproportionnée à l'apport de sédiments dans la rivière, par exemple. Et ceci c'est une photo qui vous montre très bien cette situation. La rivière Waikato et les autres rivières ont modifié les plaines d'inondation, et nous avons donc avons modifié ces zones. Nous avons travaillé sur la modification de ces zones. On les maintient notamment avec des systèmes d'écluses et de pompes, de systèmes de pompage de façon à assurer parce qu'on sait malheureusement qu'il y a une destruction des populations de poissons lorsqu'ils passent par les systèmes de pompage, ce qui est un véritable problème. Et
Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons un certain nombre de défis liés à la protection des espèces, en plus d'espèces végétales que vous connaissez sans doute en Europe. Nous avons également des espèces halieutiques qui peuplent maintenant ces zones. On a différentes cas, par exemple, on a différents types de poissons donc, dans nos rivières, et donc ces espèces sont souvent des prédateurs sur les espèces existantes, et ça entraîne des changements de population, ça entraîne des changements de comportement, et ça entraîne il y a un problème de compétition entre ces espèces. Et là, un des défis actuellement, c'est de travailler sur ces espèces invasives. Et donc, voici un petit, ce petit poisson, en fait, peut vraiment peut intervenir dans les systèmes, et ils se développent dans les zones plates ou des zones qui ont été drainées, par exemple. Et dans nous avons tous ces défis qui sont compliqués évidemment par la situation de changement environnemental. Nous venons d'avoir des sécheresses d'abord extrêmement difficiles. Donc, ça a été très, très difficile, et ça lève de nouveaux défis, nous a beaucoup d'obstacles que l'on peut examiner également. Je pense que parmi ces obstacles à long terme, et il y a d'abord, bien sûr, il faut trouver des compromis et des équilibres stratégiques spatio-temporels pour arriver à combiner les besoins et les exigences. Et il faut compte tenu notamment de l'évolution climatique, les zones inondables doivent être restaurées peut-être dans le futur. Il va falloir réinonder les zones inondables pour répondre relever certains des défis, notamment de l'élévation des eaux. Nous devrons également, conscients des besoins, des actions de restauration que nous avons, ont d'abord travaillent sur des périodes de temps très longues avant que l'on puisse voir des améliorations mesurables. Donc, il y a une échelle de temps ici qui est à prendre en compte. Et un exemple que nous avons, c'est que certaines de nos questions de qualité d'eau, avec les nutriments dissous, on voit que ces nutriments qui viennent dans les cours d'eau principaux et qui vont se résoudre, qui ensuite se répandent dans d'autres petits cours d'eau plus mineurs. Donc, c'est vraiment une réponse à nos actions qui parfois peut être un petit peu longue. Mais il y a un certain nombre de leviers à court terme disponibles, avec des très prometteurs pour certains. Et il y a des petites actions, des petits leviers à activer. Mais encore une fois, il y a beaucoup à choisir. On a un large choix pour commencer à résoudre quelques points. Je suppose que quelques-uns dans les environnements à faible, dans les terres basses, ce qu'on appelle terres basses, on travaille à des différents aspects. D'abord, il faut restaurer les passages de poissons. La majorité des espèces de poissons sont des poissons migrateurs, elles migrent, donc elles ont besoin de pouvoir circuler donc dans ces environnements dans les eaux douces ou pour repartir ensuite dans les eaux en mer pour les restaurations. Donc il faut trouver des pompes et des vannes ou des écluses qui vont être entre guillemets amicaux pour les poissons, de façon à permettre les migrations et permettre à ces poissons de fonctionner dans leurs habitats naturels. Donc, il faut trouver des infrastructures qui vont les remettre en place avec des habitats dont ils ont été déconnectés. Un des défis que nous avons, en dépit des activités que nous prenons, ici, nous avons des systèmes, vous voyez ici, de SAS, et que nous descendons ces espèces de paniers que nous descendons dans la rivière, on a joué avec ceci pour essayer de récupérer les poissons. Mais il y a une étude qui a été faite par un ami de David Ebert, mais il y a et donc on utilise les petits espaces entre le plastique pour en fait
pour faire déplacer les poissons. Donc, ceci est utilisé dans certains cours d'eau. On peut utiliser certains cours d'eau, mais pas partout. Et je pense également qu'il faut restaurer les connectivités, les habitats de certaines plaines inondables latérales. Donc, de façon pour remettre en place certaines des connexions. Et il va falloir travailler ceci pour notamment permettre le repeuplement par les espèces, pour bloquer les espèces invasives. Donc, et que nous voudrions tirer avantage de ces. On sait que des poissons peuvent tirer avantage des connectivités que nous avons établies. Donc, il faut vraiment, vous voyez ici que par exemple, on a mis ici, là, on a mis des sortes de goulots qui bloquent ça, fait que ces poissons ne peuvent pas sortir du lac. Et là, ici, l'exemple était de les enlever des grands cours d'eau et restaurer la qualité de l'eau pour nous. Et également, je suppose que l'exemple donc ici des caniveaux, des passages ici, des conduites que nous avons donc dans certains endroits qui permettent de restaurer les passages de poissons, mais qui vont exclure ceux qui sont en haut que nous ne voulons pas voir. Encore une fois, comme mon Bruno l'a dit, il est très occupé. Voici certaines espèces invasives sur lesquelles nous travaillons qui nous essaient de contenir ces espèces comme la carte commune. Donc, on essaie d'empêcher les pontes. On va essayer de travailler. Ici, sur cet exemple, Bruno, en fait, détourne l'eau au niveau des écluses. On les envoie faire des cours artificiels. Ensuite, ils sont pris dans des cages qui vont, en fait, même si ça autorise d'autres espèces à passer, notamment les espèces natives. Et donc, ces carpes ensuite sont placées dans des digesteurs microbiens. Et le produit final, en fait, est des petites, vous voyez, des engrais. On s'en sert pour faire des espèces de petites pastilles d'engrais qu'on peut utiliser pour d'autres restaurations, d'activités de restauration. Par exemple, sur les dunes, nous avons un cycle, en fait, ici, qui est tout à fait intéressant. Nous avons également en Nouvelle-Zélande, dans la région Waikato, on a une direction politique récente d'encouragement avec les valeurs, notamment en lien avec les valeurs maoris. Et ceci, c'était une stratégie et une vision développée pour nous permettre de définir une orientation politique qui est encore une fois très en étroit avec les valeurs et les principes de gestion maori. Donc, nous allons définir les orientations primaires dans ces documents pour la rivière Waikato et son bassin versant. Et l'idée étant bien sûr en fait de restaurer, de protéger et bien sûr d'arriver à un système où ceci va améliorer l'ensemble et l'objectif de ces activités, en fait, bien sûr, d'avoir une amélioration globale de l'ensemble de la santé et de l'état de ces rivières. Donc, ceci a été impliqué dans les politiques nationales. Récemment, une déclaration de politique nationale pour la gestion des eaux douces. Ceci fait référence à l'importance fondamentale de l'eau et reconnaît la protection et la santé des eaux douces pour protéger la santé, le bien-être et l'environnement au sens le plus large, et donc pour restaurer et préserver l'équilibre entre l'eau, l'environnement au sens large du terme et les communautés autour. Donc, je suppose que mes recommandations pour avancer par rapport à certains de ces défis, c'est vraiment de trouver des mesures complémentaires, particulièrement étudier avec des gestions de bassin versant améliorées. En amont, la charge contaminante en amont qui va ensuite contaminer l'ensemble. En Nouvelle-Zélande, on a beaucoup de terres agricoles et il faut voir un petit peu comment on peut préserver ceci pour relever tous ces défis de qualité d'eau dans ces masses d'eau. Nous voulons avoir une modification stratégique de l'infrastructure des plaines inondables. Il y a certaines zones où nous pouvons redéfinir les plans d'occupation des sols et peut-être qu'il n'est pas viable de protéger certaines terres dans le futur et peut-être qu'il faudra réétablir des plans de zones inondables
pour travailler sur les cycles de nutriments et d'habitat et redéfinir les habitats de reproduction de certaines espèces natives et retirer les habitats, comme je vous l'ai dit. Et là, il y a encore une fois un équilibre à trouver en termes de végétation, pour que pour que les poissons puissent venir travailler dans les zones de ponte. Donc, avec les périodes. Et nous devons redéfinir encore une fois les zones d'habitat dans les plaines inondables. Nous voulons travailler également et essayer d'éliminer les espèces invasives, animales ou végétales, faune, flore, et éventuellement, si on ne peut pas les éliminer, voir comment on peut les réutiliser sur autre chose, parce qu'il y a véritablement une concurrence avec les espèces natives et le succès de les climatosphériques, ça remet beaucoup à la repensant de la gestion des plaines inondables et du drainage pour inclure les valeurs écosystémiques et notamment prendre en compte le changement climatique et comment nous allons travailler sur l'écologie à long terme et, par rapport à ce que nous faisons maintenant pour maintenir notamment les terres agricoles à des fins de production, qui est un très bon objectif, mais bien sûr, il y a toujours des éléments à prendre en compte dans ces développements, dans des projections stratégiques de ces plaines inondables. Et bien sûr, pour ceci, nous devons prendre en compte les éléments, tous les facteurs liés au changement climatique. Ceci, nous avons comment gérer les infrastructures, les bassins, les ponts, les infrastructures, les bassins, les infrastructures. Et ceci va nécessiter des engagements à long terme ainsi que de la coopération et de la cogestion en toutes les parties prenantes, les gouvernements régionaux, les gouvernements centraux, les groupes industriels, les parties prenantes locales. Et il faudra suivre ceci très étroitement dans les programmes et les approches de cogestion dans ces zones. Je pense que j'en ai terminé. Merci beaucoup.